Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Pour marquer la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum del Moudjahid Dr Yamina Chikar, directrice régionale ONU-SIDA pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Monsieur Eric Overvest, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie, et Dr Adel Zdam, directeur pays de l'ONU-SIDA en Algérie. Merci d'être parmi nous aujourd'hui au Forum del Moudjahid et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour commencer, je vais commencer avec Dr Chikar. Dr Chikar, 30 ans de combat contre cette maladie. Pour quel résultat? Merci beaucoup. D'abord, avant tout, je tiens à remercier le gouvernement algérien et le Forum Al Moudjahid de nous donner cette opportunité aujourd'hui, qui est un grand moment de la lutte contre le sida dans le monde. C'est célébré dans le monde entier le 1er décembre. Et vraiment, nous voudrions vous remercier au nom de l'ONU-SIDA et au nom de mon directeur exécutif, M. Michel Sidibé, de nous donner cette opportunité pour dialoguer sur ce sujet important et pour faire de nouveau un grand plaidoyer pour la lutte contre le sida en Algérie, pays que nous savons qu'il y a des avancées importantes. Votre question est très pertinente. En effet, on peut dire que 30 ans de lutte contre le sida nous ont appris beaucoup de leçons dans le monde. D'abord, nous avons eu des résultats extraordinaires dans la lutte contre le sida. On parlait avant, on n'avait rien à offrir avant 1996 en termes de traitement. On n'avait rien à offrir, même dans les années 2000, on avait très peu de cas. On parlait si on pouvait avoir 3 millions en prison. Aujourd'hui, on a pratiquement 21 millions de personnes qui sont sous traitement dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'aucun sujet au monde n'a avancé autant. Nous avons une diminution importante des nouvelles infections. En Afrique subsaharienne, pays qui est le plus touché, pratiquement nous avons des pays qui ont une diminution de 40%, nous avons d'autres pays qui sont de 50%, nous avons vraiment une diminution importante des nouvelles infections. Donc on peut dire que la lutte contre le sida nous a appris beaucoup de choses. Et surtout, je pense, ce que nous a appris comme message la lutte contre le sida, c'est que le sida a été abordé de façon, depuis le début, de façon d'abord multisectorielle, mais aussi en mettant les droits humains au centre de nos interventions, mais aussi en mettant les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH, au centre de nos actions. Et la leçon qu'on tire, c'est que quand on met les gens qui sont concernés, les personnes, les êtres qui sont concernés par le sujet au centre de nos actions, on peut avoir des résultats très importants. Elle nous a appris aussi que la lutte contre le sida n'a jamais été l'affaire d'un seul secteur. Ça a été l'affaire d'abord du secteur du ministère de la Santé, des autres ministères, les ministères concernés, tous les ministères concernés, mais ça a été aussi l'affaire de la société civile. De la société civile. Ce sont les activistes qui se sont levés dans le monde entier, qui ont réclamé leurs droits pour les traitements, qui ont réclamé leurs droits pour être bien traités, pour être suivis, pour la prévention. C'est aussi tout ça, je pense, on peut encore revenir, mais ça nous a appris la leçon, la lutte contre le sida nous a appris mais ça reste que la prise en charge n'est pas la même. La prise en charge des malades, est-ce qu'elle est la même partout dans le monde? Merci beaucoup pour cette question. La prise en charge reste encore différente d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Nous savons aujourd'hui, nous travaillons tous sur l'objectif d'atteindre les 90-90-90 d'ici 2020 et sur l'objectif global de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif global sur lequel nous travaillons au niveau mondial, dans les régions et dans les pays. Mais nous savons aujourd'hui, si nous prenons région par région, nous avons des régions comme les régions, bien sûr, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, qui sont presque en train d'atteindre les 90-90. Mais nous avons aussi des régions, même l'Afrique subsaharienne, qui est la plus touchée, qui ont fait une avancée extraordinaire dans les 90-90. Certains pays... savoir c'est quoi le 90-90, s'il vous plaît, Dr Chikar? Excusez notre ignorance. Merci beaucoup. Non, vous avez raison, parce qu'on en parle plus souvent, et vous avez raison d'attirer notre attention. D'abord, 90-90-90, ça veut dire qu'il faut d'abord il faut que 90 des personnes doivent connaître leur statut sérologique. Parce que si les personnes ne connaissent pas leur statut sérologique, elles ne peuvent pas se faire traiter. Donc, arriver à dépister 90 des personnes qui doivent connaître leur statut sérologique.
Ensuite, quand on a dépisté ces personnes, il faut que 90% des personnes qui connaissent leur statut sérologique reçoivent le traitement nécessaire, soit sous traitement, ARV, traitement complet. Ensuite, il faut que 90% de ces personnes qui sont sous traitement qu'on ait une suppression virologique pour qu'ils soient correctement traités, mais aussi qu'ils eux-mêmes ne transmettent pas l'infection à d'autres. Donc si on arrive à avoir ces 90, non seulement on arrive à mettre le maximum de personnes sous traitement, mais aussi on diminue la transmission, parce que traiter, c'est aussi prévenir. Aujourd'hui, on ne parle plus de traitement séparé de la prévention. Ça marche ensemble, c'est conjoint. Traiter et prévenir en même temps. Donc ça, c'est l'objectif. Et si on arrive à l'objectif, donc, c'est d'arriver à avoir ces 90% d'ici 2020 pour attendre 2030. 2030, c'est d'avoir, on dit mettre fin à l'épidémie du sida, c'est-à-dire, quand on dit mettre fin à l'épidémie du sida, nous sommes tous scientifiques, nous savons qu'on ne va pas éradiquer le virus du sida, ce n'est pas un virus qui va être éradiqué, mais ça veut dire que le problème du VIH-sida ne pose plus un problème de santé publique, ne devient plus un problème de santé publique, c'est-à-dire l'infection est diminuée à un minimum, les personnes sont pratiquement tous traitées jusqu'à 95% pour que le problème du VIH-sida ne soit plus un problème de santé publique. Exactement. Donc ça, c'est le plus important. Et je crois que nous voulons aussi vraiment que la lutte contre le sida serve d'exemple à tout ce que nous faisons. Nous voulons aussi faire passer le message dans le cadre des objectifs de développement aujourd'hui pour dire si on attaque un problème de santé publique avec une approche multisectorielle, avec une participation globale de la société, mais aussi de la société civile, on arrivera vraiment à aborder ce problème sérieusement. Et aussi, parce que nous savons aussi, la communauté internationale nous s'est jamais mobilisée autant que pour le problème du VIH-Sida. Donc, si aujourd'hui il y a des succès, c'est grâce à l'intervention des gouvernements qui sont mobilisés, à toute la communauté internationale, à la société civile. Donc vous pensez, docteur Chaka, que la mobilisation a été à la hauteur des risques? La mobilisation a été à la hauteur des risques, mais malheureusement, je ne peux pas dire qu'elle a été la même mobilisation dans tous les pays et dans toutes les régions. Donc il y a une mobilisation qui est quand même différente d'un pays à un autre. Et je peux vous dire, l'Afrique du Sud, vous le savez tous, il y a quelques années, il n'y avait pas encore cet engagement. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché, a une grande mobilisation, un grand engagement, et aujourd'hui, ils sont arrivés à avoir des résultats. Et qu'en est-il pour l'Algérie, justement, puisqu'on parle de l'Afrique? Donc, merci beaucoup. Je crois que l'Algérie, mon collègue va peut-être rentrer dans les détails, mais peut-être avant d'aller vers l'Algérie, vous voulez que je parle de la région? Bien sûr. Merci. Ou bien on parle directement de l'Algérie? On parlera de l'Algérie, ensuite on reviendra sur la région et de la place de l'Algérie par rapport à dans cette région. Merci beaucoup, Madame Chagui. Bon, je partagerai aussi la réponse avec Monsieur Overvest, le coordonnateur résident des Nations Unies, du moment que l'ONU-SIDA, c'est un programme commun aussi des Nations Unies qui implique beaucoup d'agences onusiennes. Donc, en ce qui concerne l'engagement de l'Algérie, parce que Dr Chaka a parlé un petit peu sur le plan mondial et régional et l'engagement au niveau des régions, il est important de rappeler que l'engagement politique a été toujours de très haut niveau en Algérie pour la riposte au sida, malgré que c'est un pays à faible prévalence, en particulier parmi la population générale, et les efforts consentis par tout un chacun. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous travaillons, nous collaborons avec le gouvernement algérien afin que le sida reste aussi dans l'agenda des priorités nationales, dans l'agenda politique du gouvernement algérien, pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés ensemble. Parce que mettre fin au sida aussi, c'est un objectif qui a été fixé par les États membres des Nations Unies lors de la réunion de haut niveau de juin 2016 et qui est mentionné dans la déclaration politique des Nations Unies sur le VIH-Sida. La situation du VIH-Sida en Algérie, on peut dire qu'elle est stable en termes de nouvelles infections. Il est vrai, depuis quelques années, nous avons une moyenne de 800 nouvelles infections par an qui sont déclarées, on va dire entre parenthèses,
parenthèse nouvelles infections, mais c'est plutôt nouveaux diagnostics qui sont déclarés par le laboratoire national de référence. Le chiffre n'a pas changé depuis combien de temps? Depuis 4-5 ans, le chiffre n'a pas changé. Il est vrai que l'Algérie s'est engagée dans le cadre du plan national stratégique à atteindre moins de 500 nouvelles infections d'ici 2020, dans le cadre de l'atteinte des 3,90. Je ne sais pas si on pourra atteindre ce chiffre, parce que même au niveau mondial, tous les pays du monde sont engagés à atteindre moins de 500 000 nouvelles infections d'ici à 2020. Aujourd'hui, le chiffre au niveau mondial et les chiffres en Algérie font que peut-être qu'on ne pourra pas atteindre cette cible. Est-ce que ce chiffre reflète la réalité ? Puisqu'il n'a pas changé depuis 5 ans. Est-ce que les gens vont se faire dépister? Effectivement. Le problème de dépistage, c'est vraiment le défi numéro 1 en Algérie, c'est amener les gens à se faire dépister, surtout ceux qui sont exposés au risque. Et ça, c'est qui reste difficile, parce que la spécificité du VIH/SIDA, c'est une maladie qui est encore entourée de tabous. C'est toujours tabou. On peut dire que c'est toujours tabou, mais pas. C'est des degrés de tabou. Je ne pense pas, puisqu'il y a quelques années, des malades ont manifesté dans la rue, sont sortis à visage découvert pour réclamer le traitement. Effectivement, les malades continuent. Ils ont beaucoup évolué, les mentalités, mais il reste quand même quelques situations, quelques stéréotypes qui sont présents dans la société algérienne, malgré que tout le cadre de gouvernance est présent, l'arsenal juridique est là en faveur de l'accès universel à tous, mais il reste des stéréotypes liés à un comportement de certaines personnes, surtout au milieu de soins, certains professionnels de santé. Toute cette semaine, quand même, on a écouté beaucoup de personnes vivant avec le VIH dans les différents médias qui se plaignaient de problèmes d'accès aux soins autres que le traitement du VIH, d'autres soins, du moment que maintenant il y a la révolution qui a permis aux gens d'accéder au traitement et à une meilleure qualité de traitement, donc ils ont une meilleure qualité de vie, ils vivent très longtemps, donc ils ont des besoins qui ont émergé, et ces besoins font qu'il est nécessaire de mettre le paquet sur la qualité de l'accès aux soins, et universel, sans discrimination. D'ailleurs, le slogan de cette année, c'est « Mon droit, ma santé », ou ma santé, mais mon droit plutôt, ou mes droits, ce qui fait que... Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, ces malades sont victimes de discrimination ? Effectivement, ce qui est rapporté par beaucoup de personnes vivant avec le VIH, ils sont victimes de discrimination en milieu de soins spécialisés. Donc on a plusieurs de la maladie peut-être, ou Justement, on a soulevé cette question avec des différents spécialistes, même avec le Conseil de l'ordre des médecins, et qui disent que c'est vrai qu'on peut peut-être admettre que les représentants de la société, différentes couches de la société, admettre leur comportement par l'ignorance, mais pas au milieu des professionnels de santé. C'est que ces professionnels de santé sont censés tout savoir sur cette maladie, et ils sont censés prendre des mesures universelles, et plutôt prendre les précautions universelles de prévention, et prendre en charge toutes les personnes qui soient atteintes du VIH ou atteintes d'une autre maladie sans aucune discrimination. Malheureusement, maintenant, ce qui a changé réellement, parce que le changement, c'est que maintenant les voix s'élèvent. Les personnes vivant avec le VIH sont en train d'exprimer, ils sont en train de se battre pour un droit à la santé, pour un droit universel qui est consacré par la Constitution algérienne, mais qui est consacré aussi par un arsenal juridique très large en Algérie. Même la nouvelle loi sur la santé qui va bientôt être approuvée par le Parlement mentionne dans plusieurs articles ce droit à l'accès universel à tous sans aucune discrimination, et ceci s'inscrit en droite ligne avec la vision des objectifs de développement durable, de ne laisser personne pour compte, permettre à toute personne d'accéder à ce droit-là. Donc pour vous, 800 nouvelles infections par an, c'est peu? Ben écoutez, sur la base du système de collecte de données, du système de suivi-évaluation qui reste à améliorer, qui reste à renforcer. Par rapport aux efforts consentis par le pouvoir public, nous dirons que c'est un chiffre qui se rapproche de la réalité, peut-être avec un petit écart, qu'il faudrait faire des efforts pour ramener, essayer de chercher toutes les personnes qui sont infectées mais qui ne le savent pas. Est-ce que le danger vient de ces personnes qui sont porteurs du virus et qui ne le savent pas?
Oui, bon, bien sûr, ces personnes, c'est un danger surtout pour elles-mêmes, du moment que les spécialistes qui sont aussi aujourd'hui parmi nous dans la salle disent plus le diagnostic est précoce, plus la qualité de prise en charge est meilleure, plus la personne qui est mise sous traitement peut vivre normalement comme toute autre personne et avoir une vie sociale, familiale, pareil à toute autre personne. C'est ça le risque qu'encourent les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Pour cette raison que le plan national stratégique a inscrit dans ses priorités d'atteindre les populations les plus exposées au risque qui nécessitent une approche particulière. Cela fait des années qu'on entend ce discours. Qu'est-ce qui a été fait justement pour retrouver ces gens qui voilà, justement, sont dans la nature et je vous résume rapidement parce que là ça va ramener un petit peu notre appui en tant que système des Nations Unies au gouvernement algérien. C'est que dans le plan stratégique, effectivement, le précédent plan, l'actuel plan stratégique 2016-2020 a inscrit comme priorité ces populations-là et il fallait aussi trouver des ressources parce que l'intervention auprès de ces populations-là ne relève pas des secteurs institutionnels, mais surtout des acteurs de la société civile. Et dans ce cadre-là, nous avons appuyé le gouvernement algérien à faire une analyse des gaps par rapport à ces priorités-là, mais à voir un petit peu ce qui n'est pas bien financé, pas du tout financé en termes d'approche. Et nous avons mobilisé des ressources additionnelles. D'ailleurs, l'Algérie a signé cette année un accord cadre avec le Fonds mondial pour un montant de 6,5 millions de dollars pour 3 ans pour justement booster les interventions auprès de ces populations-là, leur permettre d'accéder au dépistage, leur permettre d'accéder au traitement quand ils sont séropositifs, mais aussi de se prévenir dans le cadre de leur comportement, par rapport à leur comportement à risque, et surtout aussi renforcer les capacités des intervenants qui sont de la société civile pour atteindre ces populations-là. Est-ce qu'on les connaît? Justement, c'est dans le cadre du programme dont la mise en œuvre vient de commencer. On va faire une cartographie des lieux, on va faire aussi une estimation des tailles de ces populations et on va mettre en œuvre des programmes de prévention combinés auprès de ces populations spécifiques avec des intervenants qui sont formés, issus de ces populations, mais appuyés par les associations pour leur permettre d'accéder aux services de soins, de prévention et de soins et de traitement. La mise en place de cette opération débutera quand? Elle a débuté cette année, en 2017, ça fait à peine 2 mois, donc le programme Fonds mondial il est mis en œuvre. Nous accompagnons le gouvernement algérien, le principal récipiendaire défense et le ministère de la Santé, mais il travaille aussi avec d'autres sous-récipiendaires qui sont surtout des associations. Et nous continuons, en tant que système des Nations Unies en Algérie, à travers le programme commun de ONU-SIDA, à appuyer le gouvernement pour cette mise en œuvre. Merci, Dr Zdam. Vous voulez intervenir, Dr Chika? Vous voulez compléter la réponse de M. Zdam? Merci beaucoup. Non, je crois que c'est très important ce que dit mon collègue, c'est lui le représentant de ONU-SIDA en Algérie. C'est vraiment très important. Moi, ce que je voulais compléter par rapport à ce sujet, c'est que c'est important de faire aussi la comparaison de l'Algérie dans une région qui s'appelle la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Vous savez que la région Afrique du Nord et Moyen-Orient couvre les 22 pays, Afrique du Nord et la région du Moyen-Orient. Nous sommes une région qui est à la plus faible prévalence pratiquement dans le monde, moins de 0,1%. Nous avons une région qui couvre aujourd'hui 230 000 personnes vivant avec le VIH dans toute la région. Donc on peut dire que c'est une région à faible prévalence. Mais on peut dire que c'est aussi une région, je reviens sur ce sujet parce que je vais faire la comparaison avec l'Algérie, globalement le situer dans la région. C'est une région qui a malheureusement où le stigma discrimination reste très important, effectivement, et c'est aussi l'un des facteurs vraiment qui limite l'accès aux services de prévention, l'accès aux services de dépistage, l'accès aux services de traitement. Mais je peux dire quand même qu'il y a une avancée très importante ces dernières années, depuis qu'il y a eu la signature de l'adoption de la stratégie arabe de lutte contre le sida par tous les ministres de la Santé de la région, avec un grand engagement politique de tous les pays. Et ces pays aussi se sont engagés, même au niveau des Nations Unies, vraiment à mettre en œuvre l'objectif final de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Donc il y a un grand engagement politique qui est au niveau global, au niveau régional et au niveau pays. Mais si on voit aujourd'hui
la couverture en termes de traitement dans la région, ça reste, il y a des efforts très importants. Bon, c'est passé par exemple de 25 000 de personnes qui sont dépistées dans la région. Aujourd'hui, nous sommes à 58 000. C'est déjà très important parce que ça dépasse 58%, ça dépasse déjà les 50%, alors qu'avant, c'était quand même assez faible. Donc, c'est une région qui a fait des progrès en termes de dépistage, mais ça reste relativement quand même une région qui a une couverture de traitement assez faible par rapport aux autres régions, de 24%. Et à ce niveau, je voudrais vraiment souligner l'engagement et les progrès qui sont réalisés par l'Algérie, parce que pour nous, je crois que je peux vous dire que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je suis venue avec mes collègues dans un thème qui s'appelle accès, vraiment droit à la santé à tout le monde, parce que pour nous, à ONU-SIDA, l'Algérie est un des exemples de droit à la santé pour tous. Droit à la santé pour tous, on a quand même l'accès aux services de santé globalement, y compris les VIH-Sida, à tout le monde. Et même, il peut y avoir bien sûr toujours des insuffisances, des dépits, mais si on le compare par rapport aux autres pays de la région, c'est un pays qui est aujourd'hui à 75% de la couverture pour les traitements, alors que la couverture moyenne dans la région, elle est à 24%. Donc quand même, c'est un pays qui se situe vraiment en termes de couverture par traitement, vraiment en avance dans la région. Il faut dire aussi que le traitement est gratuit, il faut le souligner. Justement, c'est parce que le traitement est gratuit. Justement, c'est parce que le traitement est gratuit, c'est parce que quand même le pays a fait accès à la santé un droit pour tous. Est-ce que ça se fait ailleurs ? Et ce n'est pas évident partout. Il y a beaucoup de pays dans la région. On a des pays dans la région. On a les pays comme les pays du Golfe. On a les pays comme l'Iran. On a des pays aujourd'hui comme le Maroc, la Tunisie. Il y a des pays, la Tunisie, qui s'avancent, qui mettent aussi l'accès au traitement pour tous. Mais on a aussi d'autres pays qui sont complètement dépendants du Fonds mondial. Et si vous êtes complètement dépendant du Fonds mondial ou des ressources extérieures, ça reste quand même un effort très important à faire au niveau des gouvernements. Parce que si on veut arriver justement aux objectifs du développement aujourd'hui tels que nous les travaillons aujourd'hui, durable, c'est d'abord un engagement politique au niveau des pays. Et ça, c'est dans ce sens que je voulais souligner vraiment l'importance de l'Algérie, les avancées qui ont été faites en termes de la lutte contre le sida, en termes de traitement, en termes vraiment de la couverture par rapport au traitement, comparé à une région où la couverture en traitement est encore assez faible. Merci, Dr Chekar. Monsieur Obervest, vous êtes coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie. Quel regard portez-vous justement sur les efforts consentis par l'Algérie en matière de lutte contre le sida ? Comme vous le savez, la lutte contre le VIH-Sida, c'est un combat qu'on doit mener de manière multisectorielle, avec différents acteurs, avec le monde associatif, avec les différents ministères. Ce n'est pas un seul ministère, ce n'est pas juste le ministère de la Santé. C'est pour cela également que pour le système des Nations Unies, il faut avoir les différentes agences qui interviennent. Ça, c'est par rapport à ONU Femmes, par rapport au UNFPA, le Fonds de population, qui interviennent justement pour mobiliser les femmes et également les comportements des jeunes et travailler sur la jeunesse et sur la question de prévention, parce qu'il faut travailler beaucoup plus sur la prévention. Et ensuite, l'OMS, bien sûr, qui travaille sur le système de santé. Et il y a des agences comme l'OIM, l'Organisation internationale de migration, qui travaille sur les questions de migrants, les migrants ayant, les personnes, les migrants vivant avec le VIH-Sida, ou la HCR pour les réfugiés. Alors c'est important, bien sûr, le travail de l'ONU-SIDA en tant que mécanisme de coordination entre les différentes agences. Et je crois que c'est important qu'on aborde le problème de VIH-Sida de différents angles. Il faut aussi voir qu'il y a une dimension de genre, parce qu'en fait, ce sont les femmes qui sont disproportionnellement touchées par le VIH-Sida. Mais ce sont les hommes qui sont les moins enclins à faire le dépistage, les moins enclins à d'accéder à un traitement, une thérapie antirétrovirale. Alors c'est un constat. Alors on voit que les femmes sont de plus en plus touchées, c'est la réalité, il y a plus de femmes avec le VIH-Sida, que les hommes sont moins enclins à faire le dépistage. C'est pour ça que je veux encourager aussi les hommes à faire le dépistage, parce qu'il y a des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, qui ne savent pas, qui n'osent pas faire le dépistage, et il faut prendre la responsabilité pour soi-même, mais également pour sa famille, pour ses enfants. C'est important. Il y a des infections mère-enfant
qui se font et c'est quelque chose qu'on peut éviter. Si on voit, il y a un message positif, et je suis tout à fait d'accord, je réitère le message positif que Madame la directrice régionale dans Chakar a mentionné, que c'est pour la première fois que les nouvelles infections sont en baisse globalement, mondialement. C'est la première fois, parce qu'entre 2001 et 2005, les infections ont augmenté de 26% plus ou moins. Maintenant, c'est pour la première fois qu'on est en baisse. C'est un très bon message. Surtout les infections mère-enfant ont diminué. Et c'est grâce à un dépistage. Là, on voit s'il y a leur danger pour les nouvelles. Ici, on a 1 million de naissances et on a moins de 100 cas d'infection mère-enfant. Mais quand même, le dépistage est très important. Et également pour les hommes. C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais encourager également les hommes à faire le dépistage. Je l'ai fait moi-même aussi. Il faut faire le dépistage parce que c'est important qu'on connaît son statut. Monsieur Overvest, à chaque fois qu'on parle de sida, on cite souvent les migrants. Est-ce que ce n'est pas une manière de les stigmatiser? Justement, il faut lutter contre la stigmatisation et contre la discrimination. Mais il y a une réalité, bien sûr, qu'il y a des pays qui ont un taux de prévalence qui sont beaucoup plus élevé, supérieur au taux en Algérie. En Algérie, il y a relativement un taux faible. Mais s'il y a des migrants qui viennent des pays qui ont un taux plus élevé, bien sûr qu'il y a un risque élevé. Mais il faut éviter la discrimination, la stigmatisation de dire que les migrants ont plus de VIH-Sida. C'est pour cela que le dépistage est important. Et il y a des systèmes de suivi et d'évaluation mis en place. C'est pour cela que le programme national, le plan national stratégique de l'Algérie met l'accent sur le dépistage et d'avoir un système de suivi et évaluation. Parce qu'il faut avoir un système de suivi. Donc tous les efforts doivent être orientés vers le dépistage. Dépistage et les groupes à risque. Parce qu'il y a des groupes à risque. Ce sont, et on connaît les groupes à risque. Vous avez mentionné les migrants. Il y a des migrants qui viennent de pays à un taux de prévalence très élevé. Alors là, il faut être vigilant. Il y a également les personnes qui s'injectent de drogue, qui ont plus de risques. Il y a les travailleurs de sexe. Il y a des groupes vraiment à risque. Et c'est là où il faut se concentrer les efforts. Bien sûr, les ressources sont toujours limitées. Alors concentrons des ressources financières sur surtout les groupes à risque. Et on voit qu'on a, je crois, fait beaucoup de progrès ici pour briser les tabous, pour faire un dépistage. Il y a des centres de dépistage. On le voit hier, on était à Riet El Fetter avec un dépistage. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le dépistage. C'est bien, on voit qu'il y a des changements. Et également que la jeunesse s'engage de plus en plus. Le monde associatif et la jeunesse. On était hier toute la journée avec la jeunesse. Ce sont les vecteurs de changement parce que c'est vraiment la jeunesse qui va changer les comportements pour qu'on puisse lutter mieux contre le VIH-Sida. Merci, monsieur Overvest. Donc, je vais prendre les questions de mes amis journalistes. Vous avez une question? Oui. Sur le problème. Soumis à le micro. C'est généralement la division régionale. Vous venez juste de dire que les chiffres sont complexes en général. Mais hier, dans les médias, on donnait l'information que chaque clinique, il y a 17 cas de sida en plus dans le monde. Si on fait une opération de calcul, on a plus de 1760 ou 70 cas chaque mois. Si on multiplie encore ces cas par 12, on trouve dans les multipliés 1500 par 12, je ne sais pas combien ça coûte, ce qui veut dire que c'est un chiffre très 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 grand. Et ça veut pas dire que les chiffres sont complexes. Donc, quant à l'Algérie, 800 cas, effectivement, c'est très faible. Merci. Comment vous pouvez commenter sur ça, les chiffres? Je pense que c'est bien que les nouvelles infections, par exemple, a diminué de 2,1 millions par an à 1,8 million en 2016. Alors ça veut dire qu'il y a quand même 300 000 cas de moins si on regarde ça au niveau global. En Algérie, le nombre a resté stable. Et c'est pour cela qu'il faut voir comment on peut réduire ce nombre. Je pense aussi maintenant que la maladie est devenue comme une maladie, comme d'autres maladies. Alors on peut vivre avec l'ARV, on peut vivre longuement et qu'il faut vraiment faire attention maintenant qu'on ne laisse pas la complaisance
s'installer. Parce qu'avec un bon traitement, voilà, on peut vivre avec le VIH-Sida. Et je crois que c'est là où il faut s'attaquer justement à la prévention et qu'on n'est pas du tout encore là. 1,8 million de personnes de nouvelles infections chaque année, c'est 1,8 million de trop. Même les 800 cas, on ne peut pas dire ah, on est assez bien, on n'a que 800 cas. Ce sont 800 cas de trop. Et il faut vraiment qu'on commence à réduire ce nombre parce que nos objectifs de développement durable également, c'est mettre fin au sida. Et on est bien positionné, il y a beaucoup d'avancées, mais on n'est pas encore là. Et c'est pour cela qu'il faut s'attaquer aux groupes ayant le plus grand risque, les groupes à risque, et faire plus de dépistage et plus de prévention à travers l'éducation. Je crois que c'est très important, monsieur le coordonnateur résident, ce qu'il dit, parce qu'en fait, on parle de diminution. C'est vrai que cette année, nous avons eu, au niveau global, au niveau mondial, 1,8 million. Mais on avait déjà 2,2 millions. Donc, la diminution, elle est là. La diminution, elle est là. Elle est vraiment réalisée dans tous les pays et particulièrement dans les pays où on avait des difficultés, dans les pays de l'Afrique subsaharienne où on sait que le taux de prévalence est le plus élevé dans le monde. Il y a une diminution, elle est là aujourd'hui, mais on continue dans cette diminution. Le message que nous, on veut faire passer, c'est que comme M. le coordonnateur résident dit, même 800 cas de sida, c'est de trop. Parce que justement, c'est l'infection à VIH-Sida, on peut faire une prévention. Il existe une prévention efficace et on peut vraiment arriver au minimum de la transmission. Mais on ne peut pas arriver au niveau zéro, même en 2030. Mais le problème, on arrivera à un niveau tellement bas qu'il y aura la transmission qui deviendra très, très, très faible et que ce n'est plus un problème de santé publique. Le deuxième message qu'il est important pour nous de faire passer, c'est que la lutte contre le sida a fait des avancées extraordinaires, mais on peut dire aujourd'hui, ce qu'on dit en anglais, c'est un unfinished business. C'est un travail qui n'est pas fini, c'est un travail qui est à mi-chemin. Si aujourd'hui il y a un désengagement au niveau pays, au niveau mondial, l'infection peut revenir et peut rebondir de façon plus grave. Donc on est à un stade où des avancées importantes ont été réalisées sur le plan prévention, sur le plan traitement, sur le plan dépistage, mais c'est le moment de dire aujourd'hui que voilà un exemple qui s'appelle le VIH-Sida, qui est tellement grave, mais que nous sommes arrivés tous ensemble, communauté internationale, pays, à avoir des résultats, mais on doit continuer, on doit accélérer. C'est pour ça que la stratégie de l'ONU-SIDA s'appelle aujourd'hui une stratégie d'accélération de la réponse. Ça veut dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très bien, mais on doit encore faire plus. On doit encore accélérer. Ça s'appelle une stratégie d'accélération. Tous les pays aujourd'hui sont dans une étape d'accélération de la stratégie. Faire, comme vous dites, le dépistage différemment. C'est vrai qu'on dépiste, mais il est important qu'on dépiste, comme ils ont dit mes deux collègues, on va encore le dépistage sur les populations clés. Quelles sont les populations? D'où viennent les nouvelles infections? Par exemple, dans notre région, que ce soit en Algérie, dans d'autres pays de la région MENA, on sait que les nouvelles infections viennent principalement des populations vulnérables, qu'on appelle, nous, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleuses de sexe, les injecteurs de drogue. Ce sont les populations clés d'où viennent les nouvelles infections. Mais quand on dit ces populations clés d'où viennent les nouvelles infections, il y a aussi leurs partenaires intimes. Parce que les partenaires intimes, ça peut être tout le monde qui est partenaire d'un médecin, un injecteur de drogue. Donc, vraiment, faire un dépistage aussi ciblé, arriver à travailler avec les populations clés. Et ça, on le sait, ce n'est que la société civile bien formée qui arrive vraiment à atteindre ces populations vulnérables. Donc, si on veut diminuer les nouvelles infections sérieusement dans une région qui s'appelle la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, y compris l'Algérie, faire un bon programme de prévention aussi en direction des populations vulnérables. Est-ce que le virus est devenu autochtone dans tous les pays? Parce qu'avant, on parlait de virus qui venait d'ailleurs. Mais est-ce que maintenant, dans tous les pays, il est autochtone, il est bien installé? Le VIH-Sida existe partout dans le monde. Il n'y a pas un pays qui peut vous dire aujourd'hui, je n'ai pas le VIH-Sida. Il est partout dans le monde, mais il y a des pays qui sont à épidémie concentrée, comme on dit chez nous, en Algérie ou au Moyen-Orient, Afrique du Nord. Concentré, ça veut dire il est plus dans les populations vulnérables. Il y a dans d'autres pays aussi généralisé, c'est partout. Mais ce qui est sûr, c'est que le virus est là
et il peut être transmis à tout moment si on prend pas les précautions. Parce que vous ne pouvez jamais savoir, la population, la personne en face qui ne se fait pas dépister, vous ne pouvez jamais savoir si elle est séropositive ou pas. Donc c'est la personne elle-même qui se protège. La personne elle-même, et on sait que la prévention fonctionne très bien quand on applique les bons moyens de prévention et qu'on a un bon dépistage et un bon suivi. Mais juste pour compléter, oui, effectivement, le virus est autochtone. Et juste pour répondre à... C'est vraiment... Ok, ما فيش مشكل. Je vais parler. Bien sûr, bien sûr. شكرا. يعني بالنسبة جنسية الفيروس أو جنسية الإيدز في السابق وإشكالية الإيدز على المستوى العالمي أنه في الأول الاستجابة كانت ضعيفة لكن كل واحد يقول البلد الآخر ولا الفئة الأخرى هي اللي مصابة. الآن بعد 35 سنة كما قالت المديرة الإقليمية كل الدول عندها إصابات الإيدز وإصابات محلية. وفي الجزائر الأرقام اللي قدمها المخبر الوطني المرجعي اللي هي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس بأكثر من 11,000 إصابة رغم أن تقديرات الأونيسيدا هي حوالي 13,000 إصابة وحوالي 800 حالة كل سنة. نسبة الإصابة عند الأجانب غير الجزائريين هي تقريبا منعدمة، هي أقل من 1%. يعني هذا يبين أن الإصابة موجودة في الجزائر تصيب كل فئات المجتمع. في الحقيقة الدراسات اللي كانت عندنا تبين أن فئات من المجتمع اللي هي معرضة للخطر نسبة الإصابة نوعا ما مرتفعة، ولكن بأن هذه الإصابة تبقى دائما مختفية في وسط المجتمع. عندنا الشركاء تاع الجماعات المعرضة للخطر اللي هم يكونوا من المجتمع، وهو الصعب اللي يخلي أنهم يصبحوا ما يسمى يعملوا جسر بين المجتمع كله ويخلي أن الإصابة تنتشر في وسط الرجال والنساء. وإحنا مثلا في الجزائر عدد النساء المصابات تقريبا كلها وكل النساء اللي يتكلموا يقولوا أن عن طريق الأزواج تاعهم. وهنا يجب أن نتطرق إلى إشكالية نسبة التعرض أو للمرأة للإصابة، لأن المرأة ما عندهاش إمكانيات أنها تحمي نفسها حتى في إطار زواج. لذلك لازم نغير الفكرة أنه مرض الأشخاص المهمشين هو مرض من كتل الأمراض يصيب كل فئات المجتمع، ويجب أن نركز على كيفية الوصول إلى الجماعات المعرضة للخطر من أجل تشخيصها وتوفير لها العلاج، لأن الآن العلاج يمكن كل أشخاص يعيشوا بدون نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين. كم امرأة مصابة؟ في الإحصائيات اللي عندنا في المعهد المخبر الوطني المرجعي نهاية 2000 إلى 30 سبتمبر 2017 منذ ظهور الإصابة 11,385 حالة مؤكدة، من بينهم 5,038 امرأة. يعني بين تقريبا نصف الإصابات من النساء، اللي بعد ما كان الإصابة من قبل تخص أكثر منهم الرجال من النساء، إلى أن نسبة الإصابة الآن تقريبا متقاربة، ما يسمى بالسكس راسيو، يعني واحد امرأة لرجل. وما قاله المنسق المقيم من قبل أن حقيقة فيه الإصابة أصابت أكثر، الفيروس أصاب أكثر النساء في السنوات الأخيرة، ولكن الآن النساء هم أكثر استجابة للتشخيص والعلاج من الرجال، لأن هذا العام الخطاب تاع المدير التنفيذي لأونيسيدا اللي قدم التقارير العالمي في يوم أمس في كندا يقول أن مشكلتنا أن الرجال الأقل الوصول إلى التشخيص، ويجب كذلك أن نركز على الرجال لأنهم هم كذلك يعتبرون فيكتور تاع الإصابة، يجب التطرق إليهم. وفي السنة الأخيرة
على 723 إصابة التي سجلت في 2017 منذ جونفي إلى 30 سبتمبر. عندنا 344 امرأة، يعني دائما نبقاو في النصف الإصابة بين الرجال والنساء. Et qu'en est-il pour les enfants? Les enfants, justement, il y a une réduction importante en termes d'infection chez les nouveau-nés. Donc, et on l'a constaté dans le rapport des centres de traitement pour le premier semestre 2017, où il y a seulement 11 nouvelles infections chez les nouveau-nés par rapport au nombre de naissances très important en Algérie, qui est plus de 1 million par an. Nous pensons que l'Algérie est sur la bonne voie et nous devons travailler sur cet aspect-là pour l'élimination de la transmission mère-enfant. L'objectif était zéro contamination. Oui, c'est ça l'objectif, parce que ça c'est possible, c'est réalisable, et réellement éliminer la transmission mère-enfant, ce qui nous permettra de nous focaliser sur les autres modes de transmission, surtout la transmission sexuelle et les comportements à risque et tous ces groupes d'accompagnement. Justement, en parlant de contamination, hormis de la transmission sexuelle, est-ce que vous avez des cas, surtout pour le personnel médical? Est-ce qu'il y a eu des cas en Algérie? C'est très rare. Les accidents d'exposition aux liquides biologiques ou accidents d'exposition au sang sont très rares. On a vraiment très peu, même la transmission par le sang, elle est très rare et peut-être des fois même inexistante depuis plusieurs années. Et ça c'est aussi grâce à cet engagement de l'État. Parce que l'État, il a pris un engagement pour dire que les progrès sont là. Il a pris des engagements là où il peut le faire. L'élimination de la transmission par le sang, l'élimination par la transmission de la mère à l'enfant, la mise à disposition de traitements pour dire les progrès, ce qu'a dit la directrice régionale. En 2010, il y avait 2200 personnes qui étaient sous traitement. En 30 juin 2017, il y a 10 200 personnes. Vous voyez un petit peu ces efforts consentis par l'État, même en termes financiers. C'est financé entièrement sur le budget de l'État. En 2016, nous avons quand même le budget de 16 millions de dollars qui ont été utilisés seulement pour l'acquisition des antirétroviraux. Pour voir, et on n'a pas comptabilisé les réactifs pour les dépistages, la prise en charge dans les structures, et ça a un coût aussi, ce qui fait que ces progrès sont là, mais il nous reste beaucoup d'efforts à faire sur d'autres aspects liés au comportement, liés aux individus, liés aux communautés et aux populations exposées au risque, et que nous sommes aussi très contents que l'État ait inscrit ça comme priorité de la stratégie nationale, ce qui permet à tout le monde d'intervenir. Donc on n'a pas d'obstacle par rapport à l'intervention. Et qu'en est-il pour ceux qui découvrent la maladie parce qu'ils sont donneurs de sang? Est-ce que vous avez un chiffre? On n'a pas le chiffre, mais les chiffres des dernières années de l'Agence nationale du sang montrent que la découverte de l'infection chez les donneurs du sang, elle est assez faible. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les dons qui sont contaminés sont détruits. Donc pour dire un petit peu que le risque de transmission sanguine, il est non, je ne parle pas du sang qui est détruit, par rapport aux personnes qui sont informées et tout. Ah oui, oui, informés, justement, bon, on n'a pas beaucoup d'informations, mais souvent il y a des gens qui sont aussi informés par rapport aux dons de sang. Et ça c'est bien, parce qu'il y a tout ce dispositif qui met en place, qui permet aux personnes de connaître leur statut sérologique. Quand ils font un don de sang et qu'ils découvrent qu'ils sont séropositifs, ils sont rappelés pour les mettre sur le circuit de traitement. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique? Le type se présente, vous avez le VIH/SIDA, rentrez chez vous. Oui, bon, ça c'est l'annonce aussi. Il y a des psychologues. Est-ce que vous avez une idée sur la prise en charge psychologique justement des malades qui découvrent leur pathologie? C'est vrai que la prise en charge psychologique existe, mais elle reste à améliorer. Parce que ce n'est pas toutes les structures de dépistage et de traitement qui disposent de psychologues ou de prise en charge psychologique. Certains en ont, ils font de l'excellent travail. Il faudrait généraliser ça. Ça fait partie aussi du renforcement de l'éducation thérapeutique, de l'observance, de la prise en charge, et qui permet aux personnes de rester sous traitement. Et dans les 3,90, nous avons le dernier 90 qui est atteindre une charge virale supprimée ou indétectable ou supprimée, mais il y a un facteur psychologique important parce qu'il faut accompagner tous ces malades depuis le début de l'annonce de l'infection et tout au long de leur parcours de vie quand ils sont sous traitement. Et qu'en est-il pour le nombre de décès? Le nombre de décès qu'on a reçu pour l'année 2016, il est de 158 personnes. Donc qui représente en 2016 8%. Et le plan stratégique national cible d'atteindre moins de 5% de décès par an.
Donc nous sommes sur la bonne voie d'atteindre cette cible. Mais là aussi il y a un problème. Les raisons, est-ce qu'il manque de traitement? Non, c'est surtout le dépistage tardif. C'est surtout le dépistage tardif. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'efforts. Le coordonnateur résident l'a dit, la directrice régionale l'a dit, nous devons vraiment focaliser sur le dépistage parce que le dépistage précoce permet aux personnes de rester en vie le plus longtemps possible comme n'importe quelle personne. Mais souvent, il y a des dépistages tardifs et les gens arrivent à des stades très avancés de la maladie. Malgré tous les efforts, malheureusement, ils décèdent. Parce que la maladie reste une maladie honteuse. On n'en parle pas assez. Est-ce que c'est une des raisons? Oui, effectivement, il y a l'histoire du tabou, mais les gens, il faudrait aussi qu'ils changent de comportement parce que le dépistage maintenant, on offre, quand on dépiste les personnes, on offre le traitement, on offre quelque chose. Dr Chakar était là dans les années 90 et avant, et il y avait cette difficulté quand on dépistait les gens, on n'avait rien à offrir. Et maintenant, on offre le traitement, et le traitement c'est la vie, et c'est ça ce qu'on fait passer comme message aux gens. Même si vous êtes séropositif, vous pouvez vivre normalement comme n'importe quelle personne. Et il y a un travail à faire au sein de la société, pour le changement de comportement, pour le changement de mentalité aussi. Et nous sommes aussi heureux que toute la famille des médias aussi se joint à nous pour vraiment faire passer ce message. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont les hommes qui contaminent les femmes. Est-ce qu'il y a des cas où les femmes qui contaminent leur conjoint ou leur partenaire? Bien sûr, il y a eu des cas où les femmes ont contaminé leur partenaire masculin, mais moi je connais l'Algérie, peut-être le Dr Chakar parlera un petit peu de la région et du monde, mais en Algérie, la majorité des femmes ont été infectées par leurs époux, donc par leurs conjoints ou partenaires masculins, mais généralement c'est les conjoints, compte tenu du contexte de la société algérienne. C'est ce qui se passe. Comment ils vivent cette maladie? Est-ce que c'est une famille brisée? Comment ils vivent cette... Alors bon, ça c'est un petit peu culturel dans la société algérienne. Généralement la femme, très rare où elle abandonne son conjoint. L'inverse est faux. Oui, l'inverse est faux, effectivement. Et on a eu des situations, quelques rares situations où l'homme il a abandonné sa femme parce qu'elle était infectée, et lui il l'était pas. Mais la majorité des femmes restent avec leur conjoint, construisent une famille, continuent à se battre. Et on nous avait vu quand même, nous avons en Algérie une association de personnes avec le VIH qui a été créée surtout par des femmes en 98 et qui continue à militer, et surtout ces femmes qui ont révolutionné un petit peu, changé le visage de l'épidémie du VIH. Justement, vous avez donné le chiffre de 340 femmes atteintes par le sida en Algérie pour cette année janvier. Ce qui implique, c'est un cas chaque jour. Oui, on peut comptabiliser comme ça, un cas chaque jour, on peut dire un cas chaque jour. C'est-à-dire pour la société, c'est quelque chose de normal. Est-ce que les Algériens reçoivent, par exemple, un cas par jour, ça fait toujours peur, non? Oui, bon, d'accord, mais il faudrait aussi être relatif en termes d'analyse des chiffres. Si on a dans des sociétés 700 000 cas par jour ou 7 000 cas par jour et qu'on arrive à un cas par jour et que le nombre de nouvelles infections est stable depuis un certain nombre d'années, donc je pense que nous sommes dans la bonne voie بالنسبة للإصابات الجديدة حتى إذا كانت يمكن نحسبه على حسب الأرقام اللي عندنا أنه يوم إصابة واحدة في اليوم يمكن أنها تخيف المجتمع، ولكن في نفس الوقت راح تعطينا رد فعل إيجابي أن المجتمع راح ينتبه إلى خطورة وجود الإصابة في المجتمع ويأخذ احتياطاته، وهذا هو دورنا أن نعمل مع الحكومة وكل مكوناتها من أجل إعادة ديناميكية الاستجابة للإيدز، وأن الأشخاص يأخذوا بعين الاعتبار، وإحنا نستفادوا من هذا اليوم العالمي وهذا كل الإعلام وكل النشاطات اللي تقوم حول اليوم العالمي من أجل أننا نذكر الناس بوجود الإيدز، أن الإيدز مازال موجود، ونقولوا الإيدز لم ينتهي ولكن يمكن أن ينتهي. واحد عند الرجال وواحد عند النساء، ولذلك نعود هنا مش إشكالية التشخيص للنساء، النساء والرجال قبل الزواج، والتشخيص في بداية الحمل مهمة جدا.
هذا مع الأسف ماهيش مطبقة دائما. تقريبا عدة أشخاص يقوموا بالتشخيص، ولكن كاين بزاف الناس ما يقوموش بالتشخيص، ولذلك يكتشفوا الإصابة بعد الزواج أو بعد الحمل أو بعد الولادة، وهذا اللي ما لازمناش نلحقوا عليه، لأن مرض السيدة نقدروا نتفاداوه، ومش مثل الأمراض الأخرى أننا نقولوا يمكن نتعرفوا عليه في مراحل متأخرة، ولكن نقدروا نتفاداوه في الأول قبل الزواج. إذا كان الشخص واحد يكون حامل فيروس الآخر مش حامل، يتفقوا أنهم هذا لا يمنع الزواج، ولكن ياخذوا احتياطاتهم من أجل عدم نقل العدوى للشريك تاعهم. Est-ce que le dépistage figure sur le certificat prénuptial? Le certificat prénuptial, il est établi par un arrêté ministériel et qui prévoit un certain nombre de bilans. Donc le certificat prénuptial, on mentionne, il est confidentiel, on mentionne aucune information relative à n'importe quelle maladie. Mais toutefois, il faudrait aussi travailler, revoir avec le ministère de la Santé pour voir ce texte, pour intégrer le dépistage, parce que nous voulons aller vers une approche d'intégration. Parce que le dépistage de certificat prénuptial inclut un certain nombre de bilans, d'analyses qui sont faites et qui fait que le VIH il est intégré, mais ce n'est pas tous les médecins qui le demandent. Des fois des médecins peuvent rédiger un certificat prénuptial parce que... Complaisant. Bon, on ne va pas dire complaisant, parce qu'ils font confiance peut-être et dire oui, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il est important qu'il y ait un travail à faire dans le sens à ce que les médecins... Auprès des gynécologues aussi, hein, pour inciter encourager les gynécologues, il y a toute une stratégie. Oui, il y a toute une stratégie d'élimination de transmission à enfants qui est élaborée par l'Algérie, que nous avons appuyée en tant que système des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU-SIDA, mais l'UNICEF qui a le mandat aussi pour les enfants. Et c'est en train de se généraliser. Beaucoup de sessions de formation ont été organisées. Elle doit être relancée pour les prochaines années. Et pour le certificat prénuptial, il faudrait encore faire beaucoup de plaidoyer pour que le VIH, l'infection à VIH, mais aussi les hépatites et autres pathologies doivent être intégrées systématiquement dans le bilan prénuptial. Vous avez dit tout à l'heure que le projet de loi sur la santé prend en charge le SIDA. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les nouveautés dans ce texte? Non, le projet de loi sur la santé qui est en discussion actuellement, moi j'ai focalisé surtout sur le droit à la santé, parce que c'est le slogan de cette année, c'est pour permettre à toute personne. Le VIH-Sida n'est pas évoqué. Il est intégré. Ce qui est bien dans ce projet de loi, c'est que c'est pour que le gouvernement algérien a procédé à l'intégration de l'infection VIH-Sida dans la panoplie de maladies, et que tout le monde doit avoir accès à la prévention, aux soins et au traitement, à l'accès universel comme droit constitutionnel. Et c'est ce qui est, le VIH-Sida il est inclus dans le projet de loi comme une pathologie qui doit être réellement considérée par le gouvernement dans ses différents volets de prévention, de soins et de traitement. Merci. Monsieur Oberbest, le sida n'en parle que le 1er décembre. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour justement atteindre cet objectif d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030? Est-ce que c'est suffisant? Un combat, c'est toute l'année. En fait, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui va demander, lorsqu'on a une journée mondiale sur le VIH-Sida, parce qu'on a beaucoup de journées mondiales sur différentes thématiques. Et je pense que c'est très bien qu'au moins une fois par an, qu'on demande à la presse, aux médias... Une journée, c'est suffisant pour vous? Non, c'est pas suffisant, mais c'est très bien d'avoir au moins une journée mondiale pour attirer l'attention là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir juste l'attention d'une seule journée, parce que c'est un combat qu'on fait quotidiennement. Et il faut qu'il y ait beaucoup plus d'attention là-dessus. Et je crois que les actions qu'on mène à travers le système des Nations Unies, ce que je l'ai mentionné à travers l'UNFPA, UNIFEM, UNICEF, ONU-SIDA, etc., qu'on continue à faire ces activités pendant toute l'année, et qu'il y a également d'attention dans les médias. Parce que, comme j'ai dit, les 800 cas et même les 340 cas de femmes sont 340 cas trop, et surtout pour les nouvelles infections, surtout pour les enfants, avec le dépistage, on peut éviter cela. Docteur Chafka, vous voulez intervenir? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez justement que c'est la société civile qui doit prendre à bras le corps ce combat? Exactement, j'allais vraiment aller dans votre sens. Une journée, comme dit M. le coordonnateur, mondiale, c'est important parce qu'on en parle dans le monde entier.
dans la même journée. Donc c'est un message fort qu'on veut faire passer dans tous les pays en même temps. Mais certainement, on n'en parle pas que le 1er décembre. Vous avez des journées avec les jeunes, vous avez des journées avec la société civile, vous avez des journées qui se font dans certaines communautés très petites, vous avez beaucoup d'activités de formation. Bien sûr, ce n'est pas médiatisé de la même façon, mais certainement, la lutte contre le sida, on n'en parle pas que le 1er décembre. Le 1er décembre, on fait un grand, vraiment, message au niveau global, au niveau mondial. Mais dans tous les pays, vous avez des activités qui sont intégrées. Et vraiment, je voudrais revenir sur l'aspect intégration, que je pense que c'est très important que l'Algérie a mis en place depuis le début. Moi, je me rappelle, l'Algérie a créé le centre, l'Agence nationale de transfusion sanguine. J'étais encore en Algérie à l'époque. Elle a été créée en 1995. Et à ce moment-là, ça a été une initiative vraiment du pays de contrôler systématiquement tous les dons de sang au niveau de l'HIV, mais aussi pour l'hépatite C, pour les autres maladies qui sont transmises par le sang. Il y a un travail extraordinaire. Je voudrais rendre hommage au Comité national de lutte contre le sida, au Comité national de transfusion sanguine, parce qu'à ce moment-là, des personnes ont travaillé pour rendre vraiment cette agence nationale fonctionnelle. Et à ce moment-là, depuis, le contrôle du sang est systématique. C'est ce qui a diminué vraiment tout le risque de transmission au niveau par le sang. Et quand on arrive aux dons de sang, effectivement, il y a déjà, avant même de donner le sang, les gens sont déjà interrogés, un interrogatoire très très précis qui élimine automatiquement les gens qui ont un potentiel de risque. Même s'ils ont un potentiel de risque de 5%, on dit, oh, cette personne a un petit potentiel, il vaut mieux qu'on ne donne pas son sang, pas du tout, parce qu'on peut avoir un risque vraiment, même si c'est moins, même si c'est très faible. Donc ça, c'est quand même très important à souligner. Et aussi l'intégration, comme vous dites, aujourd'hui, l'Algérie va dans une approche où ça va être, disons, un dépistage de routine. Un dépistage de routine, par exemple, pour les femmes enceintes. Que ce ne soit pas un dépistage physique, mais un dépistage de routine. On fait un dépistage pour les chlamydia, on fait un dépistage pour la syphilis. Pourquoi pas aujourd'hui pour l'HIV? Parce que l'HIV, c'est devenu maintenant, ça a été quand même devenu quelque chose, de moins en moins, on parle de la discrimination dans tous les pays du monde. Donc, l'Algérie va vraiment dans cette approche de dépistage de routine pour éliminer complètement la transmission de la mère à l'enfant. Et la même chose pour les cas de prénuptial, c'est la même chose. Il y a beaucoup de pays maintenant, on l'installe comme vraiment un dépistage de routine, même si on ne le fait pas peut-être obligatoirement, mais on le conseille très fortement à tous les couples. Et je crois que ça va vraiment aller dans ce sens qui va permettre vraiment d'améliorer. Et le dernier point que je voulais aussi souligner, c'est quand vous dites, on a parlé tout à l'heure de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, pour la première fois, cette année, pour la première fois en 2016, qu'on a vu la diminution du nombre de nouvelles infections de 4%. Jusqu'à l'an dernier, j'étais là l'an dernier, je vous dis... Justement, j'allais poser la question. Voilà. Vous étiez là avec nous en 2016. En une année, qu'est-ce qui a changé? Exactement. Donc, quand même, déjà l'an dernier, on parlait que la région du Moyen-Orient, avec la région deux régions qui sont avec l'Europe centrale aujourd'hui, qui sont en augmentation, alors que tous les autres sont en diminution. Aujourd'hui, la région, l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, a des chiffres cette année, diminution de 4%, qui reste quand même, on peut dire relativement faible, il faut dire la vérité. Mais quand même, c'est un progrès, ce n'est plus en progression. La trajectoire a été coupée. Et ça, c'est très important. Il y a eu des efforts, comme je vous dis, dans tous les pays, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays. Des efforts beaucoup en termes de dépistage. Le dépistage a beaucoup augmenté. Déjà d'une année, il est parti de 48% à 58%, qui sont des personnes qui sont dépistées, alors qu'avant, on avait à peine 25%. Donc, il y a une amélioration du dépistage. La première vraiment action que nous avons essayé d'accélérer dans tous les pays, c'est ce dépistage. Parce que si vous améliorez le dépistage, vous allez améliorer le traitement, vous allez améliorer la prévention, vous allez améliorer tout ce qui s'y suit. Donc ce sont un peu des messages qui sont importants. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en mesure d'éradiquer cette maladie d'ici 2030? Moi, je pense que l'Algérie est en très bonne voie. L'Algérie est en très bonne voie parce qu'on l'a souligné. Déjà, ils sont aujourd'hui en train d'aller vers les 90, les 3,90. Si aujourd'hui l'Algérie est à 75%, elle n'est pas très loin de 90%. Donc elle peut arriver à 90%. On va tenir le cap. Et elle peut tenir le cap. Et elle peut être un exemple aussi d'élimination d'ici 2030 parce que justement, il y a un système aujourd'hui qui est en place, cette intégration
dans les services de santé. On n'en fait pas quelque chose d'isolé parce qu'il est vraiment important de savoir aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans les objectifs de développement durable qui fait que le sida doit être intégré dans une approche globale. Donc c'est intégré, l'Algérie a toujours eu cette approche d'intégration, d'avoir le VIH-Sida intégré dans tous les services de santé, d'intégrer aussi avec ce que fait la société civile, etc. Donc je crois, pour moi, l'Algérie est en bonne voie et j'espère qu'on va venir où nous serons en 2020, où nous serons en 2030, nous ou nous autres qui êtes là pour dire l'Algérie va être vraiment par les pieds qui éliminent. Mais je crois que là, quelque chose qui peut être peut-être fait dans 2 ans, peut-être, moi je pense d'abord l'élimination de la transmission mère-enfant. L'Algérie est en bonne voie pour l'élimination de la transmission enfant. Pourquoi pas dans une année, dans 2 ans, de fêter dans le monde entier, comme ça a été fait à Cuba, comme ça a été fait en Thaïlande. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent atteindre cet objectif avant 2030, à votre avis? Par transmission mère-enfant ou non, l'éradication de la maladie. Est-ce que les pays... en fait, on ne parle pas d'éradication, on parle d'élimination. C'est-à-dire d'élimination, que c'est diminuer au minimum, que ce n'est plus... On ne peut pas dire éradiquer, il n'y aura plus le virus. Parce que là, on peut, même dans les maladies qu'on parle éradiquer, c'est par la vaccination, comme la polio, etc. Donc là, mais élimination, oui, il y a des pays qui sont en bonne voie, il y a des pays qui sont déjà pratiquement presque arrivés à 90. Donc il y a des pays qui vont éliminer et je pense que l'Algérie sera parmi ces pays. Merci. Docteur Chakaré, le sida fait le lit d'autres maladies, on en parle très peu. Le sida fait le nid de l'autre maladie. La tuberculose, on parle de... Oui, c'est-à-dire c'est pas le nid, ça veut dire qu'il y a des infections opportunistes. Ah oui, exactement, effectivement. Oui, exactement, ça vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a des infections opportunistes qui s'associent parce que quand on a le VIH, la personne qui est séropositive, en fait, elle n'est pas malade. Elle porte le virus, elle va commencer, si elle n'est pas traitée, de plus en plus à avoir une diminution du système immunitaire, mais on ne voit pas la maladie. Donc la personne commence à être, on dit sida, commence à être malade quand on a des infections opportunistes. Et l'une des infections opportunistes les plus importantes qu'on voit, effectivement, la tuberculose. Et ça aussi, il faut dire que c'est une maladie qui a disparu en Algérie. Pas disparu, mais elle est bien prise en charge. Moi, je pense que l'Algérie a été le pionnier dans le monde pour la tuberculose. Je me rappelle, à l'époque, peut-être j'étais encore étudiante à l'université, quand le cours international sur la tuberculose se faisait en Algérie. Rendre hommage au docteur Chollet aussi. Exactement. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à tous nos professeurs ici, le professeur Chollet, le professeur Mahdi qui sont aujourd'hui ici, professeur Dif, qui ont été vraiment aussi les pionniers de la lutte contre le sida, professeur Amran, en Algérie. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Tfadal. S'il vous plaît, une question sur les campagnes de sensibilisation. Est-ce que se fait de la même façon dans le territoire national? Parce que Alger, vous avez parlé d'Alger, la capitale. Est-ce que ces campagnes se font de la même façon pour l'ensemble de la nation? Merci. Oui, d'accord. Merci. Bon, les campagnes de sensibilisation sont très nombreuses. Elles se font dans tout le territoire national. Monsieur le coordinateur résident a parlé de l'événement d'hier, un petit peu piloté par la radio algérienne, chaîne 3, et donc qui s'appelle Yed Fil Yed, mais qui a débuté à Alger, mais qui est devenu national. Parce que hier, il y avait juste l'événement d'Alger à Riyad el-Fath, mais il y avait quand même, je crois, 15 wilayas qui ont célébré cet événement, et les données de la radio qui nous sont parvenues hier, c'est 22 000 personnes au niveau national qui ont participé dans cette campagne. Pour dire un petit peu l'impact, et c'était la communication à travers la radio, mais aussi à travers les réseaux sociaux, ce qui fait qu'il y a eu cet engouement et cette mobilisation. Maintenant, pour toutes les autres activités de sensibilisation, c'est voir qu'elles sont très intenses autour de la journée mondiale. Il est important que les gens se remobilisent à chaque fois autour du 1er décembre et l'importance de cette journée mondiale. Et nous avons vraiment toutes les wilayas qui organisent à travers, parce que le comité national, il est multisectoriel. Il y a les associations. Le ministère de la Santé, il donne des instructions à toutes ces directions de la santé de la wilaya d'organiser quelque chose. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui sont autour de la sensibilisation, de l'information, mais aussi vous, les médias aussi donnent une importance. Vraiment, on le voit, on le sent au niveau de tous les médias qui donnent une importance particulière à la riposte au sida. Ce qui fait que ça, en termes de sensibilisation. Mais vous l'avez bien dit,
la question qui est venue avant sur est-ce que c'est suffisant la journée le 1er décembre, non. Il y a tout un plan stratégique qui doit être mis en œuvre, qui doit être renforcé, et tout ce qu'on a dit auparavant, c'est réellement d'arriver à mobiliser différents acteurs au niveau national pour mettre en œuvre des activités ciblées, inscrites dans le temps et surtout financées, parce qu'il faudrait assurer leur pérennité pour atteindre nos objectifs. Justement, qui sont ciblés par ces campagnes de sensibilisation? Est-ce que ce sont les étudiants? Justement, il y a deux aspects. On parle très peu du milieu carcéral. Justement, les étudiants, mais les jeunes, beaucoup d'activistes sont ciblés. La population générale est ciblée. Maintenant, les populations vulnérables et exposées au risque sont aussi ciblées à travers des activités spécifiques. Vous posez une question sur le milieu carcéral. Est-ce qu'on a des chiffres, justement? Est-ce qu'ils sont bien pris en charge? Non, oui, ils sont pris en charge. Les informations qu'on a, c'est qu'ils sont pris en charge. C'est que le ministère de la Justice a tout un dispositif médical. En même titre. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, oui, le dépistage il est fait au niveau des prisons. Les personnes qui sont atteintes par le VIH au niveau des prisons sont prises en charge dans les centres de traitement en Algérie. Je ne parle pas des malades, je parle de ceux qui... Oui, tout le monde. Combien? Je n'ai pas le chiffre. Ça, c'est un chiffre du ministère de la Justice. Parce qu'il y a d'autres secteurs aussi qui... Est-ce qu'ils sont dépistés avant d'être incarcérés? Oui, les informations qu'on a reçues du ministère de la Justice, que toutes les personnes on leur offre le dépistage à l'entrée des structures pénitentiaires. Toutes les personnes bénéficient du dépistage, et ceux qui sont séropositifs, elles restent en prison, mais elles sont prises en charge dans les centres de traitement qui dépendent du ministère de la Santé. Donc ils reçoivent leur traitement, ils se déplacent pour le contrôle, les visites, et en étroite collaboration. Mais le ministère de la Justice, il a toute une structure de santé au sein des établissements pénitentiaires. Et à votre avis, quel est le rôle de l'école et de la mosquée justement dans ces campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'elles sont associées? Oui, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires religieuses sont membres très importants du comité national. Pour vous dire qu'en Algérie, on parlait de l'engagement politique, il y a un comité national qui a été créé par décret du Premier ministre. C'est la seule maladie en Algérie où on a un comité national à ce niveau-là, qui implique 13 ministères et aussi des associations. Le ministère des Affaires religieuses a été très engagé depuis le début de l'infection. Docteur Chakar se rappelle, ils ont participé parce que nous avons compris qu'il était important que le ministère des Affaires religieuses soit impliqué. Depuis, nous avons des collaborations avec le système des Nations Unies, avec le ministère des Affaires religieuses, pas à travers l'UNICIDA seulement, mais à travers aussi le PNUD, mais à travers le UNFPA, l'UNICEF et l'OMS. Ils ont élaboré un guide spécifique pour les imams et les morshidettes. Ils ont fait des formations spécifiques et ils sont impliqués dans les prêches du vendredi, mais aussi au niveau des centres culturels islamiques. Ils font des brochures, ils font des messages et qui sont très impliqués. Il est important qu'ils continuent à travailler avec nous et ils sont partie prenante. L'éducation nationale aussi, c'est un partenaire clé et qu'ils ont dans leur programme, dans leur curriculum scolaire, des cours sur le VIH/SIDA, mais aussi sur la santé de la reproduction. Il est important de parler d'autres maladies aussi pour que les élèves soient au courant au niveau du cycle moyen, mais au niveau du cycle secondaire, au courant de la maladie. Est-ce qu'il y a un registre national justement pour le cancer? Oui, bien sûr, il y a un plan national stratégique. Et il y a les données, le rapport national de la riposte et les personnes. Le registre national, il se fait par rapport au cas confirmé par le laboratoire national de référence qui a été créé très tôt, en 90 en Algérie. Et aussi à travers les centres de traitement qui sont quand même, il y a eu ce progrès dont on parlait à la directrice régionale, qui sont passés de 4 en 96 à 15 en 2014, pour dire que maintenant on a les chiffres des personnes qui sont connues, dans la sérologie est connue, mais on a surtout les chiffres des personnes qui sont sous traitement au niveau des centres de traitement au niveau national. Tout à l'heure, mon collègue de la radio a posé la question, est-ce que la sensibilisation se fait de la même manière sur tout le territoire? Moi, je vous pose la question, est-ce que la prise en charge se fait de la même manière sur tout le territoire?
Ben oui, parce que les centres de référence de prise en charge, c'est des centres qui ont été créés. Il y en a combien? Il y en a 15 au niveau national. Ils sont créés avec un budget spécial, et des fois... On n'a pas changé depuis combien de temps? Non, il a changé de 4 en 96 à 8 en 2008 à 15 en 2014. Vous voyez qu'il y a quand même, ils ont le même cadre juridique, et ils ont doté d'une dotation, ils sont dotés d'un budget spécial pour l'acquisition des équipements, mais aussi des traitements et réactifs. Et souvent, quand on parle d'un problème au niveau d'un centre de traitement qui a une rupture, c'est souvent lié à la gestion et à la planification. Et ça dépend aussi des gestionnaires et des planificateurs au niveau de cette structure. Mais la prise en charge est la même. C'est les mêmes traitements qui sont disponibles en Algérie, mais c'est les mêmes services aussi de suivi biologique qui sont aussi offerts au niveau de tous les centres de prise en charge, même si des fois il y a des ruptures de réactifs ou de traitements dans un centre, mais qui réellement contrôlent rapidement les solutions, parce qu'il y a interconnexion entre ces centres et certains centres dépendent d'autres pour permettre que toutes les personnes... En 2017, il n'y a pas eu de pénurie de traitement. Il n'y a pas de pénurie, mais ce qui est très spécifique au VIH/SIDA en Algérie aussi, ça c'est pour lutter contre la discrimination, c'est que la personne via le VIH peut se traiter là où elle veut. Il n'y a pas de sectorisation. Si elle est à Oran, elle peut se traiter à Constantine. Si elle est à Sétif, elle peut se traiter à Alger. Donc voilà, on a cette possibilité que les personnes peuvent se traiter là où elles veulent pour éviter tout risque de stigmatisation, de discrimination. Merci, docteur Zidane. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais commencer par M. Zidane, ensuite Dr Chekar, pour terminer avec M. Overbest. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes très heureux toujours de vous rencontrer. Nous sommes très heureux de rappeler que le VIH/SIDA existe. Et je terminerai pour dire le VIH/SIDA n'est pas fini, mais il peut l'être par rapport à tout ce qu'on a dit comme argument depuis le début de cette conférence. Bien avant 2030. Inch'Allah. Docteur Chekar. Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous remercier tous les journalistes aujourd'hui qui sont ici, d'avoir donné de votre présence, de votre temps pour un engagement encore plus fort de la lutte contre le sida. Je voudrais vraiment dire un mot au nom de notre directeur exécutif, M. Michel Sidibé, qui aujourd'hui, il sait que nous sommes ici aujourd'hui en Algérie pour fêter avec vous, célébrer avec vous cette journée mondiale de lutte contre le sida qui est droit à la santé. Et ce n'est pas un hasard parce que l'Algérie justement est un des pays qui a donné droit à la santé universelle à toute la population. Et ça, je crois que je voudrais vraiment encore vous transmettre son message aussi d'encouragement, de continuer dans cette voie parce que justement le droit à la santé, c'est aussi le droit à la dignité humaine, c'est aussi le droit à la justice sociale, c'est aussi la lutte contre la stigma et la discrimination. Et je voudrais vous dire encore une fois, merci au Forum Al Moudjahid d'avoir nous avoir invités aujourd'hui. Merci. Monsieur Overbest. Également un grand remerciement. Je crois que le pays, l'Algérie a fait énormément de progrès, mais ne laissons pas la complaisance s'installer. Luttons ensemble, on peut y arriver ensemble pour mettre fin au sida et pour accomplir avec les objectifs du développement durable. Merci. Merci à vous. J'espère vous revoir dans d'autres occasions, Inch'Allah. Merci. Avec plaisir.